1987, un ordinateur, ça devait probablement marcher au charbon. Dave a notamment été architecte de solutions, responsable de l'architecture logicielle, directeur professionnel de maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Il vient nous parler des incréments minimums d'affaires et du rôle qu'il joue dans l'accélération numérique, entre autres. Je souhaite la bienvenue à notre dernier conférencier de la journée. Faites du bruit pour Dave Couture. Merci. Merci. Je vais activer le micro. Bonjour. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez hâte à la petite bière tout de suite après. Non, mais je vous entertain avant avec ma présentation. Je suis très heureux d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de participer à l'Agile Tour. C'est ma première conférence à l'Agile Tour, donc je trouve ça... Merci aux organisateurs d'avoir accepté de... Ma présentation qui est un peu différente, on va dire, sur les incréments minimum d'affaires et qui va sûrement être très intéressante. Oh, il manque la présentation. C'est juste pas la présentation. Un petit problème technique. On n'a pas la présentation. Mais j'ai envoyé la présentation. Ah. Backup. Oups, désolé. C'est intéressant de l'agilité, il faut toujours être prêt à s'adapter. Donc, heureusement, j'avais une copie de la présentation sur une clé USB, donc on va se mettre en mode agile et on va réagir. Ça ne devrait pas être très, très long. On dirait le petit son de l'ordinateur. Oh, yes! Excellent. Merci, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler des incréments minimum d'affaires, qui est un concept intéressant, pas nouveau, mais qu'on utilise, je dirais, pas assez souvent dans la transformation de nos entreprises. Tout le monde le sait, on a parlé toute la journée, les conférenciers l'ont mentionné, on est dans un monde qui est en constante transformation, dans un monde qui est en constante évolution. Les entreprises, pour survivre, pour grandir, pour croître, se doivent de changer, se doivent d'évoluer. La façon d'y arriver, c'est par la transformation. Aujourd'hui, je vais vous donner des exemples. J'ai choisi volontairement le domaine automobile pour un peu sortir de ce qu'on est habitué, que ce soit gouvernement, assurance, et ainsi de suite à Québec. Vraiment donner des exemples dans un autre domaine. Et là, juste avant, pour être sûr que je ne me fasse pas piéger, y a-t-il des experts du domaine automobile dans la salle? C'est des gens qui maîtrisent ça, la construction d'automobiles. Moi, je ne le maîtrise pas, fait que mes exemples ne sont peut-être pas parfaits. Excellent. Personne ne lève la main. Je suis correct, je n'aurai pas de questions pièges à la fin. Si on parle un peu du monde automobile, il y a plusieurs défis qui rencontrent. Évidemment, il y a la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Ça instabilise le marché mondial. Donc, les gens doivent réagir à ces situations-là. Il y a aussi un élément que je me suis dit, est-ce que je vais en parler ou est-ce que je ne vais pas en parler? Parce qu'on a quand même assez souffert, mais je me suis dit, je vais en parler quand même. Quand on parle de la pandémie, la fameuse COVID-19, qu'est-ce qu'elle nous a montré? C'est que c'est super intéressant d'avoir des chaînes de montage, des chaînes d'assemblage distribuées au travers le monde. Donc, on a fait ça pour être efficace, pour réduire les coûts.
Mais finalement, quand la pandémie est arrivée, ça nous a amené beaucoup d'autres problèmes. Il a fallu réagir rapidement. Il y a aussi d'autres contraintes dans le domaine automobile. Il y a un accord Canada, États-Unis, Mexique, si je me rappelle bien, qui dit, par exemple, que tout l'acier et l'aluminium doit être acheté à 70 % en Amérique du Nord. Comment je fais pour être compétitif? Il y a aussi, vous avez entendu parler, 2035, tous les véhicules, les petits véhicules, que ce soit auto normale ou SUV, vont devoir aller vers le mode électrique. Donc, OK, c'est 2035, ça paraît loin, mais pour une concessionnaire ou une compagnie automobile qui fabrique des automobiles à essence depuis toujours, c'est quand même une grande transformation. Donc, les entreprises doivent d'évoluer pour justement répondre à ces défis-là. Si on regarde quelques innovations qu'il y a eu dans le domaine automobile, si on parle par exemple de Tesla, qui ont inventé, je vais essayer de m'en rappeler de mémoire, des moteurs électriques triphasés. C'est ce qui permet aux véhicules d'avancer instantanément. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit un véhicule électrique. On pèse sur un bouton, on pèse sur l'accélérateur, le véhicule avance directement. Donc, ça a pris des innovations pour aller vers le mode électrique ou même le mode hybride. Qui dit mode électrique, il faut aussi s'assurer qu'on soit capable de le recharger, cette auto-là. C'est facile présentement avec un auto au gaz. On ne pense pas à ça, on se promène, on a du bon temps. On regarde un peu la jauge à essence, puis on fait, OK, je vais arrêter à la prochaine station-service. Dans le monde de l'auto électrique, c'est pas comme ça. Il faut planifier les voyages, il faut planifier les déplacements, il faut savoir sont où les bornes. Un exemple d'innovation que Tesla a amené, c'est permettre d'avoir directement sur le tableau de bord de l'auto où sont les bornes, d'entrer le trajet de où on veut aller. Moi, je reste à Beauport, je vais aller à New York. Comment je fais pour simplifier la vie de mon client? De la personne qui possède l'automobile. J'y fais le chemin jusqu'à New York. Je lui dis, tu vas arrêter là 15 minutes à cette borne-là, 15 minutes à cette borne-là. Quand on y pense, aujourd'hui, quand on prend les véhicules électriques, ça fait partie de notre quotidien. Mais les entreprises ont eu besoin d'évoluer de façon significative pour se rendre à ce niveau-là. Donc, c'est ce qui leur a permis de rester compétitifs et même de rester en vie dans le marché. Donc, on va parler de l'IMA, le fameux incrément minimum d'affaires. C'est quoi un IMA? Son nom le dit, c'est un changement. Un changement le plus petit possible. Donc, quel est le plus petit changement que je peux apporter à mon organisation dans l'objectif d'apporter de la valeur? Et c'est un changement, donc, qui est orienté vers les résultats. J'ai un petit exemple boiteux pour vous montrer c'est quoi l'IMA. Je voulais avoir J'avais une super gourde de La Rochelle, ça aurait pu me faire de la publicité, mais je ne l'ai pas. Fait que j'ai emmené la gourde du Collège François de Laval, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une super bonne école, mes garçons sont allés là. Je vais la mettre ici. Si mon objectif, c'est d'étancher ma soif, mon objectif, la gourde est dans cette direction-là. C'est quoi le plus petit changement que je peux faire pour atteindre mon objectif? C'est probablement faire un pas dans la direction de la gourde. Donc, c'est un changement petit qui est orienté vers le résultat. Ça peut paraître simple, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Si je continue d'avancer, je me dis, je pourrais aller plus vite, je vais faire des plus grands pas. Ceux-là qui me connaissent savent que j'ai des problèmes de dos, donc il y a une chance que je me fasse mal, que je tombe, puis que je ne me rende jamais à la gourde, que je parte en ambulance, ce qui ne serait pas du tout atteindre mon objectif d'affaires. Donc, ce n'est pas un élément important. Même chose, si mon lacet est détaché, est-ce qu'attacher mon lacet, c'est important pour atteindre mon objectif? Ce n'est pas tant un changement, je n'ai pas avancé vers la gourde, mais c'est important, j'ai géré mon risque de m'enfarger et de tomber. Même chose au niveau des organisations. Si mon objectif, c'est d'aller vers la gourde, puis que j'avance, à un moment donné, il va arriver des obstacles que je n'aurais pas vu venir au début. Là, c'est un peu stagé, je l'ai mis de l'autre côté du lutrin. Mais c'est normal pour une organisation qui fait des changements, donc de pouvoir s'adapter à ces changements-là. Donc, de réagir à la situation. Donc, on va
seulement aller dans une direction un peu différente, mais toujours en ciblant le même objectif. Donc, l'IMA, c'est un changement, mais qui est orienté vers les résultats. Vous en avez entendu parler tantôt. Alors là, j'ai un blanc de mémoire sur les noms, mais ce qu'on cherche à faire en agilité, c'est de se donner les moyens d'atteindre le résultat et non de suivre exactement chacune des étapes de notre plan de match. Il y a plusieurs caractéristiques à l'IMA. La première des caractéristiques, c'est qu'il est orienté client. Quand on fait un changement, on veut apporter de la valeur à un client. On ne fait pas un changement pour faire un changement. Donc, si on adapte quelque chose dans notre entreprise, c'est qu'on veut apporter une valeur. Un IMA, c'est aussi aligné avec la stratégie de l'entreprise. Dans le domaine automobile, si on parle de l'électrification de la flotte de véhicules, donc on veut construire des véhicules automobiles, peut-être qu'on pourrait avoir une super bonne idée de dire hey, on va faire des trottinettes électriques. C'est une excellente idée. J'ai un collègue qui a une trottinette électrique. Il la prend pour venir travailler. Un peu moins là, parce qu'il fait froid, mais tout l'été, il a pris sa trottinette électrique, il l'a chargée au bureau, il est reparti avec. C'est parfait. C'est un changement important qui pourrait apporter de la valeur dans l'organisation. Mais si je m'appelle Ford, une Tesla, bien, ce n'est pas en ligne avec ma stratégie. Donc, les changements que je vais faire doivent être alignés avec la stratégie de mon organisation. Un IMA, c'est mesurable. C'est important, quand on veut apporter un changement à l'organisation, de s'assurer qu'on est capable de mesurer que le changement a bien été apporté. Si j'améliore, par exemple, un logiciel, le logiciel de conduite à l'intérieur de l'automobile, bien, si je mesure la satisfaction client, je vais voir si j'ai atteint mon résultat. Donc, on va mesurer des indicateurs qui nous permettent de savoir est-ce que j'ai bien atteint ma cible. Et on ne parlera plus d'indicateurs de est-ce que j'ai bien complété ma tâche, mais plutôt est-ce que j'ai bien atteint mon résultat. Un IMA, c'est itératif et progressif. Donc, on ne livrera pas, on ne fera pas une livraison complète d'un seul coup. Ce n'est pas quelque chose qu'on va se dire bon, je commence, dans un an, on se revoit. C'est on livre l'incrément, on livre par incrément minimum, et chaque incrément apporte de la valeur. C'est vraiment important d'amener ce concept-là dans l'IMA. L'IMA aussi est adapté au changement. C'est sûr, on est itératif. Tantôt, quand je suis parti, j'ai marché, bien, il fallait que je m'adapte. Donc, en marchant de façon plus normale, à petits pas, ça m'a permis de m'adapter vers mon objectif. Et c'est la même chose au niveau des IMA. En faisant des changements plus petits, on est capable de s'adapter au contexte que vous le savez, le marché évolue rapidement. L'IMA est démonstrateur de valeur. C'est important. C'est orienté vers le client, on veut lui amener de la valeur, mais on est capable de démontrer la valeur qu'on a apportée. Rétroaction continue, je viens d'en parler un peu par l'adaptation au changement. La rétroaction continue, c'est très important. On se dit, j'ai livré quelque chose, est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que ça a apporté de la valeur? Et est-ce que je peux utiliser la rétroaction pour améliorer mes prochaines livraisons? Les IMA, ils ont aussi un impact d'affaires positif. Donc, à chaque fois que je fais une livraison, j'améliore la vie des clients. Donc, ça a un impact positif. On ne fera pas de livraison de nouveaux produits ou d'amélioration de produits si ça n'apporte pas d'impact positif. Et le dernier point qui est très important, je pense qu'on oublie souvent, c'est qu'un IMA, quand on parle de clients, ce n'est pas uniquement les clients externes. Mais quand je veux faire un changement pour améliorer mon organisation, je peux faire des changements pour améliorer un produit que je vais vendre ou un service que je vais donner à des clients externes, mais je peux aussi améliorer pour mes clients internes de mon organisation. Et globalement, ça va apporter de la valeur à l'entreprise. Donc, c'est important de regarder les deux et de ne pas être exclusivement centré sur le client externe et de voir à l'intérieur de l'entreprise
s'il n'y a pas des changements qu'on peut apporter pour simplifier la vie aux clients internes. C'est quoi le rôle de l'IMA? Là, j'ai fait des phrases compliquées, fait que je vais essayer de les résumer avec des mots plus simples. En fait, un IMA, ça l'améliore une chaîne de valeur. Une chaîne de valeur, on va le voir un peu plus tard, c'est toutes les étapes qu'on a besoin de faire pour réaliser quelque chose. Et l'objectif du changement, c'est de venir améliorer une étape ou une partie d'une étape à l'intérieur d'une chaîne de valeur. Donc, c'est un changement positif qui apporte une amélioration à mon organisation. L'IMA aussi, quand je parle de conteneur d'information, c'est que quand on définit bien notre changement, qu'il est bien aligné avec la stratégie de l'entreprise, qu'il est bien défini, bien, ça nous permet de bien communiquer avec le reste de l'entreprise comment ce changement-là va améliorer les processus, il va améliorer les façons de faire de l'entreprise. Donc, ça vient cristalliser la communication. Donc, on va toujours aligner nos changements sur la création d'une valeur, qu'elle soit interne ou qu'elle soit pour les clients externes ou les clients internes de l'organisation. Et ça va passer par des chaînes de valeur de type opérationnel et de soutien. J'y reviens. Bon, c'est quoi une chaîne de valeur? Une chaîne de valeur, c'est l'ensemble des actions qu'on doit poser pour livrer un produit-service, de la demande initiale jusqu'à la livraison. Ici, c'est important de voir la chaîne de valeur comme des actions et non nécessairement le processus détaillé à l'intérieur de chacune des actions. Parce que ce qu'on va chercher à améliorer, c'est ces éléments-là de la chaîne de valeur. On va chercher à améliorer chacune des étapes à l'intérieur de la chaîne de valeur. Donc, la chaîne de valeur commence à partir du moment où on a une demande et se termine à partir du moment où on a livré le résultat. Par exemple, je veux m'acheter une automobile, je peux la commander en ligne. Je vais sur le site du concessionnaire, je choisis le modèle, je la commande, on me dit telle date, telle heure, tu pars chez le concessionnaire, ton automobile est prête. La chaîne de valeur commence à partir du moment où j'ai fait la commande de l'automobile et se termine au moment où je vais en prendre possession chez le concessionnaire. Il y a deux grandes familles de chaînes de valeur. Si vous allez voir dans la littérature, il y a plusieurs façons de les classifier, de les définir. J'en ai choisi une un peu simple qui découpe les chaînes de valeur en deux grandes familles. Les chaînes de valeur opérationnelles, les chaînes de valeur de soutien. Si on regarde l'image, une chaîne de valeur opérationnelle, c'est vraiment toutes les étapes de la réalisation d'un produit ou d'un service qui est axé sur la livraison à un client externe. Vous voyez la chaîne de montage d'un automobile avec des bras robotisés. Comme l'exemple que je donnais, c'est à partir du moment où la commande est passée, chacune des étapes, jusqu'à la livraison du véhicule. Ça peut inclure l'achat des matériaux, la construction de la carrosserie, poser les portes, inclure la communication avec le client, s'assurer que le client ait son financement. Toutes ces étapes-là font partie de la chaîne de valeur opérationnelle. Et que la chaîne de valeur opérationnelle sert à livrer un produit-service à un client externe. Et quand on le regarde du point de vue de l'IMA, on se dit, y a-t-il des éléments que je pourrais améliorer dans cette chaîne de valeur-là qui me permettraient d'apporter de la valeur plus grande au client? Et là, il ne faut pas toujours penser à la valeur externe. Par exemple, on pourrait penser, on est habitué de penser, est-ce que je pourrais mettre de plus dans l'auto? Une nouvelle fonctionnalité dans le tableau de bord. Mais améliorer une chaîne de valeur opérationnelle, ce n'est pas seulement améliorer le produit final. Ça peut être, par exemple, pour ceux-là qui ont commandé des Cybertrucks, des avoir dans des délais raisonnables. Donc, améliorer la production du véhicule. Donc, ça apporte aussi une valeur au client. Le client est satisfait plus rapidement, il a son véhicule plus rapidement. Donc,
Quand on regarde des améliorations potentielles au niveau d'une chaîne de valeur opérationnelle, on peut améliorer le produit, oui, mais on peut améliorer chacune des étapes de la livraison. Une chaîne de valeur qui est souvent, je dirais, mal aimée, mais qui est pourtant super importante dans les organisations, c'est la chaîne de valeur de soutien. La chaîne de valeur de soutien, c'est toutes les activités qui sont nécessaires pour soutenir la chaîne de valeur ou les chaînes de valeur opérationnelles. Et à ces endroits-là aussi, il y a des possibilités d'optimisation. Bien, vous voyez l'image ici, c'est un bel exemple de chaîne de valeur de soutien. Il y a un robot qui est défectueux, qui est en erreur. On ne peut plus produire les véhicules. Bien, les gens qui vont venir réparer le robot font partie de la chaîne de valeur de soutien. Et il y a des améliorations qu'on peut faire dans notre entreprise aussi à ce niveau-là pour les aider. Et il faut réfléchir, je dirais, en dehors de la boîte quand on parle d'incrément minimum d'affaires. On n'est pas dans les produits minimum viables, on est dans l'amélioration globale de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Vous avez un robot en particulier qui est un peu capricieux, qui peut tomber en panne souvent et que l'équipe d'entretien n'ont pas nécessairement les compétences pour... Ils ont les compétences, mais quand ils font la réparation, c'est long. Et les gens sur la chaîne de montage sont impatients. Donner une formation aux gens, à l'équipe d'entretien, pour réparer le robot, c'est aussi considéré comme un incrément minimum d'affaires. Parce que cette formation-là, l'investissement que je vais mettre financier dans ma formation, va faire que mon robot va se réparer plus vite et que je vais retourner dans ma chaîne de production plus rapidement. Donc, j'ai moins de pertes dues au délai. C'est quand même un investissement. C'est la même chose au niveau des senseurs IoT, donc les senseurs connectés. On pourrait se mettre un senseur connecté qui va avertir que le robot est à veille de tomber en défaillance. Et là, ça va nous aider aussi parce qu'on va être plus réactif à aller faire la maintenance. Mais quand on parle de chaîne de valeur de soutien, c'est des éléments qui sont très importants pour l'entreprise. Autant peut-être que la chaîne de valeur opérationnelle. Et dans les chaînes de valeur de soutien, ça va jusqu'à la dotation des ressources. Est-ce que je suis efficace, moi, pour trouver un nouveau technicien? Ou à chaque fois que j'ai une démission ou quelqu'un qui s'en va travailler dans une autre usine, bien, je suis paralysé pendant 2 semaines. Quand on regarde les incréments minimum d'affaires, c'est important de penser large, de réfléchir large. Oui, il y a le produit-service final. Oui, il y a le processus pour livrer ce produit final-là. Mais il y a aussi tout le processus de soutien pour soutenir les éléments de la chaîne de valeur opérationnelle. Ici, je voulais rajouter un détail. La chaîne de valeur de développement, c'est une chaîne de valeur de soutien, mais je voulais en parler plus spécifiquement parce que dans la majorité des clients chez lesquels j'interviens, on me parle juste de celle-là. Rien que de celle-là. Hein, on va faire mon PI planning, on va planifier les changements. Là, on s'en va dans ces grandes messes-là. La seule chose qu'on parle, c'est des corrections dans des logiciels ou des futurs changements qu'on voudrait apporter dans le logiciel. On fait des roadmaps de transformation au niveau TI, c'est incroyable. C'est excellent, c'est bon, ça apporte de la valeur à l'entreprise. Mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste les chaînes de valeur de développement. Il n'y a pas juste écrire un user story, le développer puis le mettre en production. Il y a tout ce qui est autour de ça. Tantôt, je parlais de la chaîne de valeur de soutien. Ici, je fais du développement à Flutter, par exemple, parce que dans mon tableau de bord, j'ai une application elle est développée en Flutter. Investir en formation de mes ressources peut aussi accélérer la livraison de ces fonctionnalités-là. Ça reste un incrément minimum d'affaires. Les chaînes de valeur de développement sont importantes. Ça nous permet de nous accélérer en utilisant la technologie. Ça nous permet d'optimiser nos processus, peut-être même de les informatiser. On pourrait ajouter, par exemple, une intelligence artificielle sur un convoyeur qui va venir départir correctement les pièces des véhicules. C'est des pièces défectueuses. Au lieu que ce soit un humain qui la détecte,
Ça peut être détecté soit par caméra avec une intelligence artificielle. C'est des chaînes, c'est une chaîne très importante, c'est un type de chaîne de soutien très importante, mais ce n'est pas seulement cette chaîne de valeur-là qui va faire avancer votre organisation. C'est important, c'est une chaîne de valeur très importante. On fait de la recherche et développement, on développe des nouveaux produits, on améliore nos plateformes, mais comme je l'ai mentionné, c'est important d'avoir une vue globale de l'entreprise, incluant les chaînes opérationnelles et l'ensemble des chaînes de soutien. Il y a de l'optimisation à faire à plusieurs endroits dans une entreprise et souvent, malheureusement, on ne les voit pas. Quand on améliore une chaîne de valeur, bien, on l'améliore avec un incrément minimum d'affaires. On fait un changement dans l'organisation, on va améliorer la chaîne de valeur, que ce soit une étape, 2 étapes de la chaîne. Mais si on veut savoir, est-ce qu'on fait les bonnes choses? Est-ce qu'on améliore les bonnes affaires? Bien, il faut avoir un cycle de rétroaction. Et pour définir un cycle de rétroaction, c'est important de se définir des indicateurs. Des indicateurs qui sont liés à l'optimisation qu'on vise. Je reviens avec mon exemple de formation. Pour aider à la réparation d'un robot de la chaîne de montage, un certain type de robot capricieux qui brise plus que les autres, bien, je suis en mesure de dire, c'est quoi le downtime, les arrêts que j'ai de production face à ce robot-là? Et je suis arrêté pendant combien de temps avant que les réparations se fassent? Je suis arrêté 1 heure, 45 minutes, une demi-heure? Quand je vais venir donner ma formation, je vais venir donner l'investissement, je vais former mes techniciens, est-ce que mon downtime va être plus court? Puis est-ce que le downtime plus court fait que je vais faire des économies en produisant plus de véhicules? C'est ces indicateurs-là qu'il faut calculer, qu'il faut regarder. Pas nécessairement les indicateurs qui sont en lien avec est-ce que le professeur est arrivé à 8h30 pour donner la formation, parce qu'à la fin de la formation, tout le monde était content parce qu'ils ont eu un café et un muffin. Les indicateurs qu'on veut mesurer, c'est les indicateurs qui nous permettent de dire est-ce qu'on s'est amélioré dans l'ensemble de l'entreprise. Et c'est très important de les définir au départ et non en cours de route. Parce que définir des indicateurs en cours de route, c'est super facile. On a juste à définir les indicateurs qu'on sait qu'on va atteindre. Donc, important, on les définit au départ. Élément important aussi, c'est pas facile de voir. Il y a plusieurs idées qui pourraient améliorer notre entreprise, plusieurs changements qu'on pourrait faire, donc plusieurs incréments d'affaires. Et comment qu'on fait pour voir s'ils sont efficaces et s'ils vont nous apporter de la valeur? Je dirais de façon, je vais dire, c'est plate à dire, mais l'idéal, c'est de regarder l'argent. C'est ce qui est le plus facile à voir. Est-ce que j'ai amélioré ma structure de coûts? Est-ce que, au niveau financier, ça me coûte moins cher de produire un véhicule? Si la réponse est oui, mais cet incrément minimum d'affaires-là peut être important à mettre en place dans mon entreprise. Est-ce que j'ai augmenté ou maximisé l'utilisation des actifs? Est-ce que je suis capable de produire plus? Si la réponse est oui, bien, je suis déjà dans la bonne direction. Est-ce que je peux élargir les opportunités de revenus? J'ai un produit X, j'avais un auto hybride, j'ai un auto maintenant électrique. Est-ce que ça me permet d'élargir mes opportunités de revenus? Est-ce que j'ai augmenté la valeur du client? Est-ce que j'ai plus de clients? En ayant plus de clients, j'ai plus de ventes. C'est une façon un peu, on va dire, financière de voir le problème, mais il faut être capable de toujours rattacher les changements à un changement positif pour l'organisation. Si vous allez voir votre gestionnaire en disant « j'ai besoin d'une formation 2 semaines sur ce robot-là », bien, ça se peut qu'il te demande pourquoi. Mais si tu lui dis « c'est important, ça va limiter nos risques de blessures, ça va être plus efficace au niveau de la formation, on va être plus rapide à réparer le robot », bien, il y a plus de chances que cet IMA-là soit considéré dans l'amélioration de l'entreprise. Il faut regarder tous les aspects. Ça peut être une amélioration de la culture de l'entreprise,
Ça peut être un changement au niveau du leadership, tout ce qui peut nous aider à apporter de la valeur et un incrément minimum d'affaires. Et c'est important, je le martèle un peu, il ne faut pas uniquement penser TI. Il faut penser large. Tout changement de l'entreprise qui apporte de la valeur est considéré comme un IMA. Quelques exemples. Ici, j'ai fait la nuance entre un produit minimum viable et un produit minimum commercialisable. Je pense que tout le monde est à l'aise avec l'agilité, tout le monde sait c'est quoi un MVP, un produit minimum viable. C'est un produit que je développe pour lequel j'ai le minimum de fonctionnalités et je sais que les clients vont l'adopter. Donc, je peux le vendre, je peux le mettre en production. Mais un produit minimum viable, ce n'est pas nécessairement un produit minimum commercialisable. Là, il y a une petite nuance. Elle n'est pas super grosse, mais elle est super importante. J'ai beau avoir fini mon MVP, mais j'ai-tu de la pub? J'ai-tu du marketing? J'ai-tu tout ce qu'il faut pour être capable de le vendre? Ce n'est pas parce qu'on a fini le cycle de développement d'un produit que nécessairement on est prêt à le mettre en production. Avec la petite nuance entre un produit minimum viable et un produit minimum commercialisable, c'est que le produit minimum commercialisable, c'est un produit minimum viable dans lequel on a tous les éléments qui nous permettent de le mettre en marché, incluant évidemment le marketing. Une version minimum commercialisable, c'est la même chose. C'est un changement qu'on fait dans un produit. Ça peut être on ajoute une nouvelle fonctionnalité. Dans le tableau de bord de l'automobile, j'ai une nouvelle feature. Mais ce n'est pas juste de pousser la feature aux gens qui ont les automobiles. Bien, il faut peut-être aussi le présenter, le rendre disponible, soit au travers des réseaux sociaux ou par du marketing. Donc, c'est la même chose qu'une version minimum, mais une version minimum qui inclut les autres aspects de l'entreprise qui sont très importants, qui touchent encore là l'aspect de la commercialisation. Une optimisation de processus, c'est aussi un incrément minimum d'affaires intéressant. Je pourrais avoir un processus manuel que je pourrais automatiser. Ça fait partie d'un incrément minimum d'affaires. Je pourrais avoir un processus qui utilise un certain système, je le remplace par une intelligence artificielle. Ça fait partie d'un incrément minimum d'affaires. Ça vient améliorer soit ma chaîne opérationnelle, donc qui me permet de livrer mes produits-services, ou ma chaîne de soutien qui permet de soutenir ma livraison de produits-services. Il y en a un que je voulais mettre volontairement, qui est le remboursement de la dette technique. C'est souvent quelque chose, puis là, je parle un peu pour ma paroisse en informatique, mais souvent on dit bah, on va livrer plus de features, on fera ça demain matin. J'ai fait des calculs, là, je voulais mettre des graphiques, puis je me suis dit, bah, pas sûr que ça vaut la peine de mettre tant de graphiques que ça, on va faire me challenger chez les chiffres. Mais je vous invite à faire le calcul. Si vous avez une base de code, mettons que j'ai l'application dans le dash de l'auto, un peu crappy, c'est pas très propre, pas code clean, puis là, on vous pousse des fonctionnalités à mettre en production. On vous dit, hey, il faudrait que tu me livres ça, tu me livres ça. Bien, intégrer la nouvelle fonctionnalité sur une base de code qui n'est pas très propre, ça peut être plus long. Prendre le temps de mettre la base de code propre va faire que je vais livrer des fonctionnalités un peu plus tard. Je vais ralentir mon time to market, peut-être de ma première fonctionnalité. Mais je vous invite à faire le calcul. Si vous faites une pause, puis vous arrangez votre base de code, puis qu'après ça, vous livrez des fonctionnalités plus rapidement, la courbe d'accélération de revenus va nettement dépasser la courbe avec laquelle vous n'aurez pas arrangé votre base de code. Et ça, c'est aussi un incrément minimum d'affaires. Je n'ai pas livré de nouvelles fonctionnalités à un client externe, mais je me suis outillé pour y livrer plus rapidement des nouvelles fonctionnalités. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'un incrément minimum d'affaires? On parle de la vision client. Super important. Il faut qu'on comprenne nos clients. Il faut qu'on sache chez qui. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Si on en a trop, puis c'est trop varié, on va créer des segments clients. Donc, on va segmenter notre clientèle. Ça peut être, par exemple, dans le domaine automobile, ça peut être des jeunes familles versus des célibataires versus des personnes plus vieilles. Donc, c'est important de comprendre le client. Et quand on comprend le client,
On a une vision claire de ses besoins. C'est important d'impliquer le client. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais imaginer ce que le client veut, c'est facile. Mais on peut partir avec plein de choses, plein de suppositions. Ce n'est pas nécessairement ce que le client aimerait. En l'impliquant, bien, ça nous aide à avoir une meilleure vision. L'IMA inclut aussi la priorisation des initiatives. Vous allez avoir plusieurs initiatives qui vont survenir. Bien, il faut les prioriser. Laquelle est la plus importante pour le client? Donc, on va les mettre dans un ordre. Je vais revenir un peu sur quelques techniques de priorisation. Et c'est important aussi de s'assurer de développer des incréments itératifs. On n'attend pas 1 an, on n'attend pas 6 mois pour livrer de la valeur. On y va de façon itérative. Et aussi, il faut communiquer la valeur. Donc, c'est important que le client sache pour quelles raisons on fait ce changement-là. Je vois que le client interne, je retourne avec mon exemple de formation. C'est important de donner, en disant, je vous donne la formation, bien, peut-être ça va aider le nombre d'incidents, peut-être ça va aussi limiter le nombre d'accidents. Donc, les gens qui vont suivre la formation vont être conscients de la valeur que cette formation-là apporte pour eux, pour pas que ce soit juste aller s'asseoir dans une salle et se demander ce qu'on fait au niveau de la formation. Vision client, très important, pas facile, mais super important. L'alignement stratégique. Un autre élément important qui n'est pas nécessairement évident. Chaque entreprise a une mission, une vision, a des valeurs, a des objectifs. Et quand on veut appliquer un changement, bien, il faut s'assurer d'être aligné avec les objectifs de l'entreprise. On ne fera pas un changement, comme je mentionnais tantôt, la trottinette électrique, qui est un super changement. Je demande de même si je n'achèterais pas une à mon garçon qui est rendu à l'Université de Sherbrooke parce qu'il n'aime pas prendre l'autobus. C'est bon, mais c'est pas ça que Ford va faire ou Tesla va faire. Une autre chose, on parle de l'alignement stratégique, mais il faut aussi s'assurer qu'on ait les moyens de le faire, ce changement-là, ou ces changements-là. On a-tu les capacités dans l'entreprise? On a-tu le nombre de ressources? On a-tu les ressources financières? On a-tu les compétences? Donc, est-ce qu'on est en mesure de dégager des gens qui sont sur de la production, sur des chaînes opérationnelles pour amener certains changements? Donc, il faut évaluer cette capacité-là. Un IMA bien organisé inclut la capacité de le livrer. Et il faut aussi prioriser les initiatives en lien avec la stratégie de l'organisation. Et là, ça peut devenir un peu complexe. C'est qu'on va prioriser en fonction des objectifs du client, mais on peut prioriser aussi en fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise. Ils peuvent être alignés comme ils vont être un peu divergents. Il va falloir qu'on priorise ces changements-là au sein de l'entreprise. La mesure du succès, j'en ai parlé, c'est vraiment important. En fait, c'est plus important d'avoir un indicateur de mesure du succès d'un changement qu'un plan pour faire le changement. Si on veut faire un changement, qu'on a le meilleur plan de projet au monde avec toutes les étapes, en disant lundi matin, telle personne va faire ça pendant 4 heures, puis va faire finir, puis l'autre personne dépend de celle-là qui va faire ça, ça c'est moins important qu'être capable de mesurer si on va atteindre notre objectif. Pourquoi? Parce qu'en agilité, on se permet de changer le plan. On se permet de changer nos approches pour atteindre justement l'objectif. Tantôt, je ne suis pas rentré dans le lutrin, je l'ai contourné pour aller chercher la bouteille d'eau. C'est la même chose dans une organisation. Quand on veut mesurer le succès, ce qu'on veut mesurer, c'est est-ce que j'ai atteint mon objectif? Est-ce que j'ai des nouveaux clients? C'est quoi mon taux d'adoption? Je viens de livrer quelque chose de nouveau. J'ai-tu des nouveaux clients? Mes clients sont satisfaits? Ça allait-tu impacter les revenus de l'entreprise? Est-ce que je fais plus d'argent parce que je fais plus de ventes? Est-ce que j'ai réduit les frais, les coûts au niveau de la production? Et tout ce qui touche la maintenance, c'est important de le faire. Ça, c'est des vrais indicateurs. Calculer le retour sur investissement, ça, c'est des vrais indicateurs. Ça nous permet de savoir si on a atteint notre objectif. Et ces indicateurs-là sont vraiment plus importants que le meilleur plan de projet dans Microsoft Project. Une fois qu'on a dit ça, c'est beau, on se dit hey, « c'est le fun ». On part d'ici avec une vision élargie. Il n'y a pas juste les TI, il n'y a pas juste les affaires, il peut y avoir aussi les gens au niveau de la formation, il peut y avoir plein de choses, mais vous allez rencontrer des défis. J'en ai noté quelques-uns
Je suis sûr qu'il y en a plus, mais j'ai noté quelques défis de la mise en place du concept d'incrément minimum d'affaires. La définition claire des besoins clients. Ça, je pense que depuis que je travaille, c'est toujours le problème. Faire dire au client ce qu'il veut, ce qu'il aurait de besoin. C'est un défi, vous allez le vivre. Je vais arriver avec quelques pistes de solutions. L'alignement avec les objectifs stratégiques. OK, mais est-ce que à l'intérieur de votre organisation, est-ce que les objectifs stratégiques sont bien communiqués? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez, vous êtes capable de me dire, là, hey Dave, tantôt, là, on va se parler, puis je vais te dire exactement où est-ce que mon organisation s'en va. J'ai des doutes. En tout cas, ce n'est pas 100 la note que je vais avoir dans la salle. Et ça, c'est important. Je vais arriver avec des idées pour améliorer ça. La gestion des attentes. Je vais faire un changement. Quand est-ce que je vais l'avoir? En 2 semaines? En 3 semaines? Gérer les attentes, c'est très important. Et c'est aussi très compliqué. La vue d'ensemble. Moi, je suis vraiment surpris quand je vais dans des organisations qu'on implante les principes agiles, de me rendre compte de comment les gens ne connaissent pas leur organisation. Ils en connaissent des bouts. Et comment je fais pour améliorer au bon endroit si je ne connais pas mon organisation? Si je connais juste mon petit bout à moi, puis je ne connais pas le petit bout de mon voisin. Avoir une vue d'ensemble, c'est pas facile, mais c'est important pour mettre les investissements au bon endroit. Prioriser les initiatives, c'est vraiment pas facile. Tout le monde va tirer la couverte de son bord, mais il faut qu'on soit capable d'aller vers ce qui apporte vraiment de la valeur à l'entreprise. Et la résolution de problèmes complexes, c'est pas évident. Je m'en suis rappelé pas plus tard que cette semaine, quand il s'est mis à faire un petit peu froid. Le gars qui a inventé les poignées des Tesla, qui les a mis dans la porte, il faut que tu pèses sur la poignée pour que la poignée sorte. Là. Mais au Québec, avec du verglas, ça ne marche pas, ça. Il faut que tu mettes de l'eau sur ta poignée, tu ouvres la porte. Et ça, c'est un problème complexe. J'aimerais ça que les ingénieurs y pensent. Peut-être qu'en Californie, ils n'ont pas pensé parce qu'il fait toujours beau. Là, je donne un exemple de poignée de porte, mais on s'entend qu'il y a des problèmes plus complexes que ça à régler dans le domaine automobile ou dans d'autres domaines. Comment on fait pour régler ces enjeux-là? Bon, la définition claire des besoins du client. Ça, il y a plusieurs techniques pour y arriver. Je vais juste m'assurer d'aller à la bonne place pour être capable de ne pas l'oublier, parce que j'en ai quand même plusieurs. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut faire des recherches sur les clients. On peut faire des études de marché. On peut faire des sondages. On peut aller questionner nos clients. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? On peut même faire des entretiens avec les clients. On peut aller leur parler. Surtout quand c'est des clients internes de votre organisation, c'est facile. Ils sont avec vous. Vous pouvez aller les voir, leur poser des questions. Vous pouvez faire des groupes, des focus groups, des groupes de travail avec vos clients. Ça permet aussi de comprendre leurs besoins, les laisser s'exprimer. C'est des façons relativement faciles d'y arriver. Il y a d'autres techniques aussi. Vous pouvez regarder les commentaires sur Internet sur vos produits. Qu'est-ce que les gens pensent de vos produits? Moi, j'achète souvent sur Amazon. Je regarde les commentaires des gens qui achètent les produits. Peut-être que c'est une source d'amélioration de vos produits, les commentaires sur Internet. Même les discussions dans les groupes, les gens qui discutent des produits, ça peut être une super source d'information. Donc, c'est important d'aller chercher l'information à tous les endroits possibles, mais le meilleur endroit, c'est vraiment avec le client. Et il faut les impliquer régulièrement. C'est facile, plus facile avec les clients externes, mais c'est quand même possible de le faire avec les clients externes. Donc, on les implique dans le processus. L'alignement stratégique. Il n'y a pas 56 recettes. En fait, il y a une vraiment recette qui marche bien, c'est la communication. Il faut que dans les organisations, la haute direction communique les objectifs stratégiques de l'entreprise. Et pas une fois par année parce qu'ils ont décidé de faire une révision des objectifs de l'entreprise
ou une fois aux 5 ans, parce que c'était là qu'on faisait le changement pour les 5 prochaines années. Il faut que la haute direction communique régulièrement les objectifs de l'entreprise. Et aussi, ce qui aide à s'aligner, c'est qu'on va communiquer les changements qu'on veut faire, les IMA. On va venir les aligner avec les objectifs stratégiques, mais on va venir s'assurer avec la haute direction qu'on est aligné avec les objectifs. Parce que peut-être qu'ils ont communiqué quelque chose il y a un mois, puis ils sont en train de changer d'idée, puis ils ne l'ont pas dit. Au niveau de l'alignement avec les objectifs stratégiques, la communication, c'est la clé du succès. La haute direction communique clairement les objectifs et les gens qui veulent appliquer des changements dans l'organisation vont aligner les changements avec les objectifs et vont venir communiquer pour s'assurer qu'on est dans la même direction. La gestion des attentes, pas facile. La première chose, la gestion des attentes, il faut qu'on parle à nos clients, il faut qu'on leur donne un plan de où on va se rendre, vers quelle date on pense qu'on va être capable de livrer le changement. Mais il faut aussi être transparent avec eux. Il faut leur parler des risques. Il faut leur dire, cette technologie-là que je veux embarquer dans l'auto, je ne l'ai jamais faite avant. Ça se pourrait que ça soit un peu plus compliqué que je pense. Ça se pourrait qu'il y ait un petit délai. Donc, il faut être transparent par rapport aux attentes. 5 minutes. Je l'avais dit tantôt que je parlais trop. Et que ça, c'est important. Il faut aussi communiquer clairement les avantages et toujours rester en contact avec les parties prenantes. Ce n'est pas une fois au départ du changement qu'on communique avec eux. On communique de façon régulière avec eux pour leur dire « Voici ce qu'on a fait, voici où est-ce qu'on est rendu, on pense qu'on va arriver dans les temps, on a un enjeu, on n'a pas d'enjeu. » La communication reste la clé du succès dans la gestion des attentes. La vue d'ensemble, je vais y aller rapidement, mais s'il vous plaît, quand vous parlez, moi je fais beaucoup d'architecture d'entreprise, mais quand vous parlez de l'architecture d'entreprise, ce n'est pas juste les applications, les bases de données et les serveurs. C'est les bâtisses, c'est les entrepôts, c'est les docks où les camions viennent porter le matériel. C'est l'organisation en termes de structure organisationnelle, les rôles et les responsabilités. Tout ça fait partie de la vue d'ensemble. C'est important d'avoir la vue d'ensemble de l'entreprise parce que des fois, c'est juste d'ajouter une porte de plus où les camions arrivent qui va faire que la marchandise va être plus rapidement disponible sur la chaîne de montage. Et si on n'a pas cette vue-là, on ne sait pas. L'architecture d'entreprise élargie, incluant l'ensemble de l'œuvre, édifices, équipements, matériel, environnement de travail, infrastructure technologique, applicatifs, BD, tout ça, quand on a cette vue-là, ça nous aide à savoir à quel endroit il faut qu'on s'améliore. Pour prioriser des initiatives, moi, ce que j'aime bien, c'est d'utiliser juste un petit tableau. Sur l'axe horizontal, je vais mettre le coût ou le coût estimé de l'initiative ou le nombre d'efforts en jour personne. Et sur l'axe vertical, je vais mettre la valeur projetée de cette initiative-là ou le retour sur investissement. Et globalement, ça va me donner 4 cadrans. Des initiatives qui sont peu chères, qui apportent peu de valeur, ne seront peut-être pas priorisées dans le cadran en bas à gauche, mais les initiatives qui sont peu chères, qui apportent beaucoup de valeur, on va avoir tendance à les prioriser. Il y a plusieurs techniques de priorisation. J'en ai mis 2. Valeur effort, c'est ce que j'utilise. La valeur aussi, la partie, les valeurs croisées, c'est la valeur perçue par le client versus les efforts. Il y en a plusieurs, mais il faut vraiment les utiliser et il faut vraiment les mettre en œuvre. Ensuite de ça, résolution des problèmes complexes, il y a toutes sortes de façons d'y arriver. Design thinking, workshop. Mais il y a une façon que je trouve imaginative, c'est de mettre des gens qui sont ensemble pour faire du brainstorming, qui ne sont pas habitués de travailler ensemble. Je prends l'équipe d'ingénierie et l'équipe de marketing. Je les mets dans une salle, puis je leur dis « Trouvez-moi des idées. » Probablement que les idées vont être ingénieurs très techniques, marketing peut-être moins, mais que ce brassage d'idées-là va amener des idées nouvelles. C'est une technique intéressante pour la résolution de problèmes, c'est de mixer les différentes compétences vers un même objectif. Parce que souvent, avec nos œillères de personnes en TI, on a toujours tendance à faire les mêmes choix ou aller dans la même direction. Donc,
Donc, en conclusion, qu'est-ce qui est important de se rappeler aujourd'hui? Un IMA, c'est le plus petit changement qu'on est capable de faire dans une organisation pour apporter de la valeur, que ce soit à un client externe ou un client interne. Un IMA, un incrément minimum d'affaires, ce n'est pas nécessairement technologique. Ça peut être une meilleure organisation du lieu de travail, déplacer les tables, les comptoirs. Ça fait partie aussi de l'IMA. Une autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'assurer de couvrir l'entreprise au complet. Parce qu'il y a plein d'endroits ou des opportunités d'amélioration qu'on ne voit pas quand on met ou on garde seulement des ornières ou des lunettes TI. Et dernier point, assurez-vous de toujours regarder le retour sur investissement. Est-ce que ce changement-là apporte de la valeur? Et est-ce que cette valeur-là que le changement apporte, je peux m'en servir pour propulser un autre changement qui va m'amener de la valeur, qui va me propulser un autre changement? Donc, c'est les éléments qui sont à retenir face aux IMA. Questions, interrogations? Si vous me demandez quelle sorte de bière il y a, je ne le sais pas. J'espère qu'il y a de l'IPA. Est-ce que vous avez des questions sur le contenu de la présentation? Au moins une, ce serait le fun. Vous avez tout hâte de partir boire. Là, j'ai de la misère à vous voir avec la lumière. C'est vrai que c'est très, très aveuglant. Oh! Bonne différence. Pas de questions? J'ai été très clair. De toute façon, Dave Couture, on va l'applaudir, s'il vous plaît. Dave, tu vas rester avec nous ici sur le parquet quelques minutes. Il y a des gens qui veulent s'adresser directement à toi, ils pourront le faire. Alors, vous avez la preuve que l'Agile Tour, peu importe à quel moment de la journée on a un conférencier, que ce soit le premier ou le dernier de la journée, il y a toujours du contenu vraiment intéressant et valorisant concernant l'agilité. Beau travail, Dave. Merci de ta présence à nouveau aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier toute l'équipe à l'audio-vidéo qui nous a supportés aujourd'hui. Je ne veux pas dire supporté dans le sens enduré, mais qui a été là en support exceptionnel. Merci à toute l'équipe. Merci aux organisateurs. Ça a été notre première journée de 2. La bonne nouvelle, c'est qu'on recommence tout ça demain matin à compter de 8h30. Par contre, demain, en fin de journée, il n'y a pas de cocktail. Le cocktail, c'est ce soir. Vous avez un coupon, c'est le temps de l'utiliser. On passe justement au cocktail à l'instant même. Mon nom est Carl Labrie, d'Éclosion Animation Professionnelle. J'ai déjà très hâte de vous retrouver demain. Et d'ici là, je vous souhaite une super soirée. À demain. Bye.